Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on débute une nouvelle semaine. Moi je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui, je vous avoue que j'ai un petit peu traînassé. Il est donc environ 19h45 au moment où j'enregistre le Fear and Greed Index, qui est actuellement à 24 dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche d'achat. Et comme tous les dimanches, hier nous avons tiré au sort tous nos nouveaux gagnants de la semaine dernière, qui sont NG Crypto, Daniel SH, Jean-Philippe Rossi, Lomiro, Cyril, William00, Monsieur Daddy, Schmidt Sylvain, Millésime 31, The Cash Story et Saphirose. Alors oui, c'est pas écrit Saphirose, mais c'est parce que Nofomo lui a offert son NFT. Et oui, les lives sont pleins de rebondissements. Je tenais encore à remercier tous les participants d'hier soir, c'était juste génial. Avec Nofomo, on a adoré ce live. On n'a qu'une hâte, c'est de vous retrouver dimanche prochain. Allez, je m'attarde pas plus parce qu'après le montage, c'est encore plus long et puis elle va sortir encore plus tard et puis vous allez encore plus m'en vouloir. Allez, bonne vidéo à tous, c'était Zap Crypto. Oups, et j'ai failli oublier, si vous voulez voir la rediffusion du live Twitch, vous avez le lien juste en dessous dans le commentaire épinglé. Allez, je vous laisse et au fait, bonne chance pour le first. Le 100% décentralisation, malheureusement, on n'aura pas. Bitcoin est le seul qui soit vraiment décentralisé, d'ailleurs. Vraiment. Hein. Là, il y a un moment, il faut juste faire un deuil du 100% décentralisation, de 100% de la race humaine. Il faut juste faire avec le monde dans lequel on vit. C'est comme les gamers. Il y a beaucoup de gamers qui sont contre les NFT parce que voilà, ça leur semble un monde compliqué, mercantile, etc. Mais le jour où ça sera transparent, ils se rendront même pas compte qu'ils possèdent leur épée au format NFT tellement ce sera facile et masqué. Et bien là, c'est là qu'on aura l'adoption massive, la killer app, comme on avait eu par exemple au début d'Internet. C'était quoi? C'était Netscape. Enfin, vraiment, on a les personnes d'un certain âge s'en souviendront. C'était quasiment du jour au lendemain. Donc là, on va vivre ça à un moment donné, et ça devra passer par un wallet. Donc les cryptos, quel que soit leur narratif, si elles ont un wallet qui est super facile pour le grand public, elles ont une longueur d'avance. Donc dans tous les narratifs de manière transversale. Ça, c'est déjà un point qui est important. Chantal, pour revenir à cette catégorie-là, le wallet, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut investir ou c'est plus de comprendre quel type de wallet qui va être intéressant? Parce que là, c'est quand même encore compliqué d'utiliser MetaMask pour la plupart des gens normaux, disons. Ouais. Et puis chaque écosystème commence à faire ses propres wallets, mais finalement, ils n'ont pas compris que le grand public n'a pas envie d'être responsable des clés privées et qu'il faut laisser vraiment les deux options. Les meilleurs projets, c'est ceux qui permettent de faire les deux. Tu vois. Donc quoi acheter? Ben en fait, ça dépend. C'est-à-dire que quel que soit le projet, s'il crée un wallet et qu'on le teste et qu'on se rend pas compte qu'on est sur la blockchain, là, il faut rajouter des points parce que il a plus de probabilité d'adoption. Ça veut pas dire qu'il va réussir. Peut-être le projet c'est de la merde, mais au moins ça augmente ses chances de succès. L'information qui est importante, parce que ça nous rappelle vraiment l'importance du sujet de la confidentialité des données, c'est que vous savez, les deux plus gros de la pub aujourd'hui en ligne, c'est Facebook et Google. Facebook, je pense qu'ils sont morts le jour où ils ont fait ce scandale avec Cambridge. C'est qu'en fait, ils ont vendu des énormes fichiers clients. Et grosso modo, donc 87 millions d'utilisateurs, mine de rien. Et derrière, ça va découler sur une amende de 5 milliards. Donc c'est un sujet vraiment qui va être majeur dans les prochaines années. Il y a plein de projets crypto qui travaillent sur cette thématique, c'est très important. Et on va en parler justement aujourd'hui sur un projet en particulier. On va parler de BAT. Et on passe maintenant donc à une actu concernant Binance, qui nous donne plus d'infos concernant la mise à jour de l'Ethereum, à savoir donc The Merge. Déjà, ils ont annoncé qu'ils supporteraient le hard fork, c'est-à-dire que l'ETHW serait également reversé aux utilisateurs de l'app. Et en plus de ça, ils nous donnent maintenant plus de détails concernant le fait justement que durant The Merge, donc durant la mise à jour, les dépôts ainsi que les retraits d'Ether, également token ERC20, seront mis en pause. Donc pour toutes les personnes qui détiennent à l'heure actuelle un compte sur Binance, n'oubliez pas que durant la mise à jour, donc qui devrait arriver autour du 15 septembre, vous ne pourrez pas retirer vos tokens ERC20 ainsi que vos Ethereum. Et d'ailleurs, concernant Binance, je rappelle qu'il lance un très gros événement au mois de septembre, donc entre le 14 et le 16 septembre, et c'est la Binance Blockchain Week, et qui se tiendra pour la première fois à Paris. Et pour l'occasion, conjointement avec Binance, on a décidé de vous faire gagner donc un ticket d'entrée. Faut savoir que le ticket d'entrée tourne donc autour des 800 €, taxes comprises.
Et le Lynx, la hype est toujours là. Terra Luna V2 est en train d'être abandonné. La plupart des communautés de l'écosystème Luna se retournent plutôt sur le Terra Luna classique, donc la CryptoLink. Et même si ces dernières 24 heures, les résultats sont moins bons, malgré tout, elle nous avait fait depuis une semaine une jolie petite courbe. Évidemment, le prix du Lynx a été pricé par rapport au futur burn et à d'éventuels retours. Le burn serait de 1,2% par transaction et a priori, les validateurs, et ça c'est plutôt une première, vont plutôt participer à l'écosystème pour amener à grossir ce burn et non pas à faire des rendements. À voir évidemment si ça va prendre, mais évidemment, un grand nombre de gens ont beaucoup d'espoir. Par contre, faites attention à ce qui est affiché, les 1$ sont très peu probables et le burn de 99,9% des tokens qu'on vous annonce est tout simplement impossible. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun token de perdu, ce qui est totalement improbable, et que tout le monde vendrait du coup ces tokens. Finalement, du coup, ce 1$ profiterait à personne. Donc faites quand même attention aux chiffres, ils sont totalement incohérents. C'est une euphorie totalement délirante, et comme certains pensent que je retourne ma veste, non, je n'ai pas changé d'avis là-dessus, je n'ai toujours pas de l'UNC particulièrement. Est-ce qu'il peut faire de belles performances? Oui, malgré tout, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas sur le temps. Mais évidemment, je peux me tromper. Le monde va mal, hein. La guerre, les guerres peut-être bientôt, la Chine, Taïwan, tout ce qui se passe dans le monde, les augmentations de prix, les pétrole, enfin pas le pétrole, enfin si le pétrole, augmentation du pétrole, du gaz, enfin la liste elle est tellement longue qu'on devrait dire qu'est-ce qui va bien. Même les glaces, vous allez acheter une glace, la glace elle est plus chère qu'avant. Donc ça ne peut pas aller bien mes amis, ça ne peut pas aller bien. Donc même si parfois dans les journaux machin il y a des annonces en disant oui là on est content pour une demi-heure, une heure, une journée, on l'a vu hein, souvent hein, et quelques heures après tout le monde se rappelle d'un seul coup que ça va mal, donc boum, le truc qui redescend. Donc on doit être très prudent, je continue à le répéter, on doit être très prudent avec ça. Hein. Et maintenant si on achète sur du long terme on s'en fout un peu, hein. On met au fur et à mesure ce qu'on a à mettre en se disant dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est autre chose, dans 10 ans, c'est autre chose. Hein. Mais en attendant, on risque d'avoir encore quelques petites baisses. Faute sur l'affaire MT Gox. Non, 140 000 BTC ne seront pas libérés aujourd'hui. C'est Crypthouse qui nous dit ça. Je pense qu'il a entièrement raison parce qu'il y a eu pas mal d'articles. Alors beaucoup de gens disaient que justement le 140 000 BTC allait être redistribué à ceux qui les avaient perdus il y a des années. Il y a les procès, tout ça, etc., etc. Avec cette affaire-là qui est une très vieille histoire. Hein. Et non. Apparemment, ça va ressortir, cet argent va être redonné sûrement, mais pas tout de suite. Hein. Ça va pas se faire peut-être en une fois, et pas tout de suite. Ça va pas à tout le monde. Il y a plein de choses. C'est plus compliqué que ce qu'on voudrait bien vouloir annoncer comme ça. Et je pense pas moi que les 140 000 BTC, d'ailleurs c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Donc cet argent d'un seul coup revienne dans le système en une seule fois. Peux me tromper, et je me trompe peut-être et peut-être sûrement, mais parce que déjà une bonne chose, c'est que ceux qui attendent cet argent, alors soit ils n'ont pas d'argent du tout, effectivement, vous touchez un peu de BTC, vous allez les vendre, récupérer, et d'un seul coup ça va vous changer la vie. Évidemment, ça nous sommes d'accord, mais en règle générale, s'ils sont déjà depuis très très longtemps dans le système, ils connaissent déjà bien le système, ils le suivent à longueur de temps, ils se disent bien qu'en ce moment, c'est pas le moment où il faut le vendre, à part si eux aussi ils croient que ça va tomber à $1 dans quelques temps, hein, évidemment. Sinon, ils vont attendre la reprise et vendre, hein, celui qui va toucher, je sais pas, il a 50 000 BTC, vous imaginez, 50 000 BTC ou 10 000 BTC ou j'en sais rien, hein, si ça redouble, rien que ça en BTC, ça fait des sous, hein, quand même, hein. Enfin, c'est pas les BTC qui vont redoubler, c'est l'argent fiduciaire derrière, évidemment, vous m'avez compris, hein. J'essaye de parler vite et comme ça je dis des bêtises. Allez, on lit tout ça, en tout cas, c'est intéressant. Un type de crypto bien particulière qui a pris 100% en un mois en plein bear market. Perso, j'ai eu du mal à y croire, à moins que ce soit un gros scam ou un gros FOMO. Là, c'est pas le cas. Il y a par exemple Santos qui s'envole de 121% sur la semaine, suivi de Porto qui progresse de 62%. Et ces deux coins sont les plus capitalisés de la catégorie qu'on appelle les fan tokens. En fait, le principe est simple. Tu peux soutenir ton équipe de foot préférée en investissant dans un jeton. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet après d'obtenir des privilèges comme par exemple des droits de vote ou des places VIP, etc. Et en vrai, il y a déjà des tokens comme ça pour beaucoup de clubs, comme par exemple le PSG, le Juventus, Atlético Madrid ou encore Manchester City. En perso, le foot, c'est pas trop mon truc, hein, mais comme c'est le sport planétaire, ces tokens ont énormément d'avenir selon moi.
Laisser une porte ouverte à la police, par exemple, ou laisser être pas 100% efficace pour que, dans certains cas, pour arrêter les méchants, on puisse protéger les gens. C'est le truc de notre siècle, malheureusement. On abandonne nos libertés pour une illusion de sécurité. Pour moi, c'est dangereux parce que où est-ce qu'on place la ligne ? Est-ce que moi je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Pour moi, on pourra jamais bien placer la ligne, et tant qu'on donne du pouvoir à certains acteurs, ils en voudront plus, et du coup ils déplaceront la ligne. Donc au début ils diront que les vilains qui ont un certain drapeau au-dessus de leur mairie, puis tous ceux qui, et à la fin, c'est ceux qui portent des chaussures rouges, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Et puis comme il y a eu un vote pour savoir si ton PDG va avoir des chaussures rouges, on n'en est pas loin. Exactement. Donc pour moi, c'est laisser des portes ouvertes pour la sécurité, ça vaut pas le coup. Très clairement, parce que je suis un acteur, et je l'assume personnellement, qui ne fait pas confiance. Puis au niveau technique, je suis pas dans la blockchain pour faire confiance. C'est assez insoluble en fait, ce problème de tornado cash, parce que si tu considères qu'il y a eu un certain nombre de coins qui ont été mixés, il faut combien d'adresses pour qu'on considère que le gars il soit plus un potentiel terroriste ? C'est de la philosophie, c'est quasiment une question philosophique, mais c'est aussi une question très pratique. Je vous invite, chez vous qui nous regardez, vous avez un portefeuille, si vous avez un billet dedans, il y a plus de 90% de chances, voire 100% de chances, que ce billet ait été impliqué dans une action illégale. Que ce soit du deal, que ce soit de l'achat de services qui sont illégaux, etc. Il est très très fortement probable, je suis prêt à parier avec vous, que ça a été impliqué dans une transaction illégale. Il est aussi très fortement probable que c'est pas vous qui avez effectué, statistiquement en tout cas, qui avez effectué cette action illégale. Sinon vous le savez, donc c'est pas un problème. Sinon vous le savez, on n'est pas là pour vous le juger. Voilà, il y a des gens dont c'est le métier et ça nous concerne pas. Faites ce que voilà. Mais est-ce que, si c'est pas vous qui avez fait cette action illégale, quelle est votre responsabilité ? Vous allez me répondre normalement en commentaire, zéro, les gars. Je suis même pas au courant. Je suis même pas au courant. C'est ma boulangère qui m'a rendu. C'est mon banquier qui me l'a donné. C'est mon banquier. Vraiment, faut pas leur faire confiance. Non, mais c'est vrai. Tu emmènes ton billet à la banque le prend, elle te le redonne. On peut pas t'accuser, tu vois. Exactement. On pourrait vous dire, vous auriez pu soupçonner votre boulangère, mais le banquier. Et ce qui vous semble aberrant dans le monde réel, entre guillemets, pourquoi ce serait plus ou moins aberrant dans le monde de la blockchain ? Et on est vraiment dans une situation qui est insoluble. En fait, à vouloir priver tout le monde de liberté, on offre de vie privée pour une soi-disant un sentiment de sécurité. On se retrouve dans une situation où en fait il y a que les criminels, il y a que les vrais méchants qui ont une vie privée et une liberté, parce que vous inquiétez pas, ils trouveront toujours des solutions. C'est-à-dire qu'il y aura toujours pour eux des crypto-monnaies alternatives, des systèmes alternatifs. Ils arriveront ça trouve toujours un chemin, ce genre de choses. Donc en fait, on est en train de priver les gens de vie privée pour ne pas réussir, et deux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Comme le disait le professeur, je crois que c'est Maxwell, non, dans Jurassic Park, le crime trouve toujours son chemin. Voilà, c'était ça. Je m'en souvenais pas. Merci de t'en être souvenu. S'il y a un acteur centralisé, lui, il pourra très facilement vous retrouver et on pourra être pisté, etc. Donc c'est quand même un petit peu dangereux, les monnaies numériques de banque centrale. Il paraît d'ailleurs qu'une option est déjà développée et déjà prête en France. Mais pareil, la question c'est de savoir comment on fait voter ça, comment on implémente ça, sachant que jusqu'à maintenant c'est toujours l'État qui a créé la monnaie fiduciaire, même dans l'euro, hein, c'est les États, la communauté des États, mais au final ça revient quand même à l'État lui-même. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est imposé, c'est une confiance qu'on a dans l'État. Et là, du coup, est-ce qu'on va voter démocratiquement la mise en place de cette monnaie, ou est-ce que ça va être par le haut ? Comment les gens vont réagir ? Est-ce que les gens vont vouloir accumuler de cette monnaie ? Comment on va passer de l'euro à cette monnaie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va recevoir un drop de cette monnaie et on va nous supprimer nos euros ? Tout ça, évidemment, c'est quand même sacrément compliqué à organiser. Et donc, je pense que de toute façon, ça ne va pas arriver en 2 jours. Il va falloir, pour ça, payer beaucoup de cabinets de conseil pendant des années avant que ça soit mis en place. Et il va falloir, j'espère, qu'il y ait une décision démocratique pour appuyer ça. Personnellement, je n'ai pas tout à fait confiance dans nos institutions pour passer par cette étape, mais on verra bien. Peut-être qu'ils vont faire ce choix-là pour une acceptation et pour une utilisation. En tout cas, de toute façon,
On a déjà des monnaies qui sont très, très utilisables pour échanger. On a le Bitcoin, on en a d'autres pour ceux qui préfèrent d'autres monnaies, mais d'autres crypto-monnaies. Mais personnellement, je ne trouve pas ça spécialement utile, à moins qu'il y ait une volonté d'une transformation complète du système monétaire et bancaire. Jérôme Powell a pris 8 minutes pour faire son discours, alors qu'on était prévu 30 minutes. Donc je ne sais pas si il y avait des trucs qui chauffaient sur le barbecue ou s'il y avait piscine, mais voilà. Et dans ces 8 minutes, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est assez rare qu'il s'exprime de façon aussi brutale. Attention, là tu mets en gros logo interdit aux moins de 18 ans partout, tac tac tac, parce que voilà, c'est âme sensible, s'abstenir. La lutte contre l'inflation aux États-Unis va faire souffrir les ménages et entreprises américains. Mais y renoncer serait encore plus dommageable pour l'économie. Je la fais courte, hein, il a fait un peu plus long que ça, mais voilà. Disons que l'essentiel a été concentré là-dedans. Autant te dire que les marchés, déjà, ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, au sens d'ailleurs propre du terme, parce qu'il n'y avait pas de gros chiffres macroéconomiques jusque-là. Et vu que le marché veut anticiper et pricer, il s'est dit « Oula, ok, donc là, il est vraiment méga chaud. » Et à la limite, même si les États-Unis... Ils sont officiellement d'ailleurs déjà rentrés en récession, mais de manière assez profonde. Ça le dérange pas trop parce que lui, son objectif, hein, son TP, c'est inflation. Donc du coup, le marché tout de suite s'est dit, 21 septembre, les taux va statuer sur ces taux directeurs. On était à peu près à moite-moite, double hausse des taux, triple hausse des taux. Et vu que le marché était congestionné depuis plusieurs jours, il s'est dit, les vacances sont pas finies, direction le sud. Donc le marché attendait un truc important, il a eu lieu, ils n'ont pas fait un pli. Donc voilà, c'est pas beau, c'est pas terrible. Vous l'avez vu vendredi dernier, les marchés se sont fait défoncer aux États-Unis. On a bien tenu en Europe, mais qu'on se rassure, on risque de rattraper le train aujourd'hui, puisque finalement le discours a eu lieu en fin de journée. Donc on a eu, comme je le disais vendredi dernier, que très peu de temps pour agir ou réagir sur le discours de Monsieur Powell. Et donc aujourd'hui, on est en train de se dire, aujourd'hui, il va falloir composer avec. L'Europe, donc là, si on regarde ce matin, les futurs sont déjà clairement dans le rouge. L'Asie est dans le rouge. On s'attend à une nouvelle ouverture en baisse aux États-Unis. L'ambiance est morose, l'ambiance est pas rose, et puis en plus on se rend compte effectivement qu'on va rentrer au mois de septembre, puisque jeudi matin on sera au mois de septembre, et on est déjà en train de nous sortir les statistiques. Eh bien, le mois de septembre, historiquement, depuis quasiment 125 ans à Wall Street, c'est le pire mois de l'année, donc ça va pas forcément bien nous arranger dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, on va devoir continuer à observer ces chiffres économiques qui vont nous tomber dessus. C'est avec ça qu'on pourra construire la suite et nos espoirs, si encore on peut avoir des espoirs à très court terme. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu le sentiment que la Fed nous a un petit peu cassé les pattes arrière et nous laisse que peu d'espoir dans l'immédiat. Donc on va vers une fin d'année un petit peu morose là tout de suite, à moins que quelque chose tourne complètement, à moins que on ait des chiffres qui laissent penser que peut-être, mais franchement, pour être franc, vous avez un baril qui est en train de remonter en direction des $100, vous avez des articles qui disent que les Saoudiens vont continuer à maintenir les prix très hauts à cause du fait qu'ils doivent commander des Bentley avec des jantes en allure en platine. Et donc du coup, on est quand même dans une crainte généralisée qu'on va pas forcément vers que du bien, surtout qu'on vient d'apprendre que la Fed, c'est plus tellement notre ami là tout de suite. On est en ralentissement économique depuis quelque temps. Comme vous pouvez voir ici, si on regarde les indicateurs leaders, ça fait un moment qu'ils baissent, hein, ils sont toujours dans la pente descendante. Donc, on est dans un ralentissement économique. On était même au mois de juillet sur un warning signal, comme j'expliquais, au niveau des indicateurs leaders. Et comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait refaire rebondir tout ça? Alors, un changement de politique monétaire, par exemple, ou politique fiscale, mais là, dans les politiques fiscales, on est en train de taxer les corporations plus riches, donc c'est plus compliqué. Et donc là, on peut voir qu'on est dans la zone, vous voyez, centrale à zéro, avec au niveau de l'indicateur leader, avec un taux de changement over year, donc par rapport à l'année dernière, qui est maintenant à zéro. Donc, quand on arrive dans ces zones-là, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça rebondisse, parce que si ça rebondit pas, généralement, c'est une récession, comme on peut constater si on rebondit pas. Donc là, on est vraiment dans la zone très sensible par rapport à ça. L'indice du dollar qui continue de performer, et comme je viens de vous dire, aujourd'hui donc il vient de commencer la journée, puisque en Europe les marchés boursiers sont ouverts avec une bougie verte et un nouveau sommet. C'est très léger, mais on a bien fait un nouveau sommet. Donc ça, c'est quand vous faites un nouveau sommet, c'est un signe de force extrême. On peut pas faire plus gros signe de force. Donc le dollar toujours décidé à pump. Et pour rappel, si on prend un petit peu de recul, j'avais identifié cette zone à $120, c'est la prochaine zone de résistance, puisqu'ici on avait marqué un top sur ce niveau-ci. Si on prend
reprend les retracements Fibonacci, peut-être que nous sommes pile sur la zone. Voilà, on est quand même dans la zone de rechargement de short. On n'a pas encore tagué les 0,786, donc on a quand même une petite résistance ici sur le niveau des 110 points. Donc on peut espérer voir des figures de retournement se mettre en place sur ce niveau-ci ou voir le cours freiner un petit peu, puisque des personnes qui vont chercher à défendre ce top en short, eh bien vont se positionner ici. Donc les vendeurs vont se positionner ici pour repousser le cours et continuer à faire des sommets de plus en plus bas. Donc on verra si oui ou non ça se met en place. Mais en tout cas, pour le moment, on est forcé de constater que ça ne se met pas en place. Alors qu'est-ce qu'il en est? On va regarder un petit peu en weekly. On va commencer tout de suite avec la weekly. La weekly est ultra dégueulasse. Hein. Voilà, ça je vous le cache pas. Je vous ferai remarquer la chose suivante, hein, c'est que quand ça monte, c'est des petites bougies, mais quand ça descend, c'est des grosses. Donc ça en dit encore long sur le momentum en weekly. Le momentum, c'est-à-dire le mouvement. Donc voyez, considérez bien ça, c'est que pour l'instant, quand ça vend plus significativement que quand ça monte. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bullish? Non. Hein. Si c'était bullish, on serait déjà à 36 000 et on ne serait pas inquiet. À noter que cette chute s'est faite de manière relativement indépendante si on compare aux indices boursiers, mais après les indices boursiers ont fait leur truc et ils sont allés chercher, vous vous rappelez, les 4000, le chiffre rond psychologique qui pique. À noter aussi clôture weekly, ouverture plus basse. Un gap baissier, qui est aussi un signal d'accélération de momentum, un signal de panique potentielle. C'est pas bullish, ce qu'on voit ici. Donc à côté de ce qu'on peut voir ici dans le Bitcoin est quasiment déjà en train de retester ses lows, donc ses supports. Sinon, techniquement, bon, on avait vu ensemble que le fait de chasser tous les vendeurs avec ces sommets ascendants, c'était pas hyper bullish, puisqu'on a cumulé beaucoup de creux, et donc là, on est à l'attaque de ces creux. Il reste pour moi, c'est une grosse zone de creux à nettoyer. Je trouverais bizarre qu'on n'y aille pas, honnêtement. Maintenant, le marché peut ne pas y aller, bien évidemment. Ça serait étonnant, mais c'est pas impossible qu'on n'aille pas sous les 18 600. Tant que je vois pas de signe de force pour moi ici, c'est-à-dire en gros structure de retournement, pattern de retournement, épaule tête épaule inversée, voilà, sait-on jamais, un truc comme ça. Je me dis que l'objectif c'est au moins de venir chasser sous ces creux ici 18 600. Donc sous 18 600 $, voire même par la suite peut-être même faire un nouveau plus bas sous les 17 500, mais ça, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, c'est peut-être pas ce qui est privilégié. Et on a plutôt des acheteurs qui sont relativement motivés actuellement sur ce Bitcoin. On a un open interest qui continue à s'apprécier malgré des fundings relativement négatifs, donc on pourrait aller chercher de façon relativement violente une chasse à la liquidité. Les market makers pourront se positionner plutôt à contre-courant de la majorité, donc ici plutôt à la hausse, mais on a quand même des ratios long-short qui sont relativement en faveur des longues jusqu'à preuve du contraire. En somme, qu'est-ce que cela traduit? C'est que les acheteurs achètent ce diff de façon extrêmement agressive et ne lâchent pas. En somme, je vous le fais en 1000. Actuellement, on achète le dip, 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 on achète le dip. Donc faites très attention, nous sommes dans une dynamique potentiellement baissière ici, en tout cas sur des time frames inférieurs au daily. Donc c'est très difficile de jouer des rebonds. On n'achète pas des coups qui tombent, attendez des constructions. Et clairement, au niveau du cycle, on arrive vraiment sur la fin et la grosse période de capitulation. Donc on peut possiblement encore aller un petit peu plus bas, mais un jour ou l'autre, comme on l'avait déjà dit, il faudra quand même rebondir. Sur le RSI, donc on attend vraiment la clôture au-dessus de cette ligne, un possible throwback et un passage, donc ça pourrait se faire sous 2-3 mois. Donc a priori, on devrait quand même avoir une fin d'année assez délicate, on va dire, avec le contexte macro sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Mais quand même, sur Bitcoin, on a des gros niveaux ici à pas casser et a priori, comme vous le savez, la crypto, elle est absolument pas morte. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment reprendre cette phase de latéralisation pour vraiment attaquer H4 de la meilleure des manières. Ici, on peut voir les mouvements des wallets seniors, donc 7 à 10 ans. Et ici, il y a quelques jours en arrière, gros mouvement ici de 5000 bitcoins. Donc, c'est un wallet de 7 à 10 ans qui s'est réveillé, qui n'a pas bougé depuis 10 ans, 7 à 10 ans, et puis hop, gros mouvement ici, 5000 bitcoins. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était 10 000 bitcoins ici, ça bougeait après pétage de gueule. Ici, on a eu un petit 2005, 3000. Ça range un peu, donc pas grosse réaction. Ici, on a eu un petit 1000, on va dire. Petit dump avant de remonter. Et là, on est sur du 5000. Et en général, quand tu retrouves ton wallet Bitcoin après 10 ans, ce que tu fais, c'est en général, tu profites un peu de l'argent. Voilà. Et donc, quand tu profites de l'argent, tu vends des Bitcoins. Donc là, en gros, le TH en monthly, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est un petit peu plus bullish que le Bitcoin, mais pas beaucoup.
C'est sûr qu'à chaque fois que la Tenkan est passée sous la Kijun pour le TH, ça a été les enfers, hein, pareil, parce que ça a été pour le Bitcoin, donc ça a été pour le TH, tout simplement. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Le TH est un peu plus bullish, parce que sa moyenne mobile 50 monthly, elle est là. Je vais arrêter de te faire vomir, voilà. Elle est là, elle est à peu près aux 1178 $. Donc, c'est sûr que le premier gros support de l'ETH, c'est là, c'est les 1184 $. Donc le TH, il a quand même des chances de faire coucou aux 1180 $, à peu près. Après, on verra bien. Si le TH, il perd sa moyenne mobile 50 monthly, le prochain gros support en monthly, c'est ça, où tu as là, ici, là, en combo, tu as le bas de la bande de Bollinger avec la SSB du Hashimoku, et là, tu es aux 718 $. D'accord? Donc, premier gros support ETH, 1200, j'arrondis, 1200. Deuxième gros support monthly, 700 $. Ça pique, hein? Oui, ça pique, hein? Là, c'est du monthly, c'est du long terme. Il faut que tu m'expliques, parce que moi, les NFT, j'ai rien compris. Tu vois, il y a beaucoup de choses numériques qui ont de la valeur. Un logiciel, on peut payer pour accéder à un film, accéder à une série, accéder à quelque chose de numérique, de virtuel, mais qui a de la valeur parce qu'on a envie de le consommer, on a envie de le regarder, on a envie de profiter de ça. Le problème, c'est que c'est pas rare, c'est pas unique. Comme tu le sais, une image, on peut la copier, coller à l'infini, on peut la multiplier. Eh bien, les NFT, c'est une technologie qui a permis de créer de la rareté. Et même si c'est une image, même si c'est virtuel, même si c'est numérique, on peut vérifier est-ce que c'est bel et bien la toute première pièce, et on peut vérifier est-ce que c'est bien telle ou telle personne qui l'ont émise ou qui l'ont créée. Comment tu crées cette rareté sur Internet? Un petit peu comme Mona Lisa, n'importe qui peut venir faire une photo et avoir une fausse version de Mona Lisa. Dans la vraie vie, c'est des experts qui vont vérifier l'origine et être sûr que c'est bien la pièce unique qui est aujourd'hui au musée. Eh bien, dans le numérique, on a besoin d'un référent qui vient certifier l'unicité, l'originalité de la pièce qu'on a entre les mains. Eh bien, c'est parce que cette pièce, et le fait qu'elle a été créée par Monsieur A à tel moment et que c'est bien la pièce qu'on a sous les yeux, même si elle est numérique, elle est inscrite sur la blockchain. Et c'est la technologie de la blockchain qui est un registre. Imagine ça comme un livre dans lequel on écrit tout, mais on ne peut rien effacer. Alors, les NFT, je vois ce que c'est. Mais j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent payer autant pour avoir un singe en pixels. Et j'ai du mal à voir où est la révolution dont tout le monde parle. Alors sur le fait d'acheter très très cher un NFT, quelque chose de numérique mais d'unique, je suis globalement con. Pourquoi? Parce que c'est un effet de mode. Ça veut pas dire que le NFT va pas changer le monde, ça veut pas dire que la technologie est pas très intéressante. On vient de trouver un moyen de créer de la rareté dans le numérique, c'est quand même quelque chose de fou, et les possibilités sont infinies. Par contre, aujourd'hui tout le monde profite de cette tendance. Un petit peu comme Internet au départ, on a eu la bulle d'Internet, Ils avaient raison, Internet allait changer le monde. Mais il a fallu 30 ans pour Internet pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tout le monde fait des NFT, on prend une simple image d'un chien coloré qui brille, phosphorescent la nuit, et on la met en NFT, du coup ça vaut une fortune. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le NFT va permettre de faire énormément de choses. Par exemple, on pourrait prendre un passeport et le rendre totalement numérique, le donner à un propriétaire qui est le propriétaire de ce passeport, et on n'aurait plus besoin de rien d'autre pour s'identifier partout. On a juste besoin d'avoir son NFT sur soi et ça peut donner de la donnée. De la même façon, on se connecte sur Facebook, on est obligé de donner un mot de passe, un email qui peut être réutilisé ailleurs. Et si tu avais un NFT qui conservait toutes tes données et que du coup Facebook te demandait des accès, tu te connectes, tu utilises ton fameux passeport numérique, et là Facebook te dit moi j'ai juste besoin de vérifier ton identité pour être sûr que tu es le propriétaire et que tu es bien majeur parce que tu veux aller sur tel et tel accès où seuls les adultes peuvent. Et bien là, ça va uniquement te demander les données sans avoir à tout revérifier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de NFT. Les NFT artistiques, là pour le coup, c'est le monde de l'art. Je pourrais trouver certaines œuvres artistiques NFT ridicules, mais il y a quand même un mec qui a collé une banane à un mur avec un bout de scotch et il a vendu ça à des centaines de milliers d'euros. Donc j'avais déjà un petit peu de mal avec l'art à la base. Par contre, il y a les NFT utilitaires, ceux qui rendent des services, ceux qui peuvent permettre de régler des problèmes du monde de la vie de tous les jours, et pour moi, les plus beaux usages n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui. Parlons maintenant Play to Earn et Metaverse avec Phil Spencer, le directeur de Xbox, qui s'est exprimé à ce sujet. Tout d'abord, il considère qu'à l'heure actuelle, le concept de Metaverse est encore trop flou et a encore besoin de mûrir, mais il estime que ce concept existe depuis un moment maintenant, car les Metaverses existent déjà depuis plusieurs années avec par exemple Minecraft ou World of Warcraft, qui sont des mondes partagés en 3D. Et pour ce qui est des Play to Earn, il explique qu'on a déjà vu des prémices de ce concept avec World of Warcraft où les joueurs revendaient la monnaie du jeu contre de l'argent réel. Mais toujours concernant le Play to Earn, Phil Spencer reste un peu sceptique car il ne voudrait pas que les jeux vidéo ne deviennent qu'un moyen pour accumuler des monnaies numériques, mais qu'une utilisation mesurée de ce concept pourrait être bénéfique. Au final, Phil Spencer estime que les nouveaux concepts qui sont en train d'arriver dans le secteur des jeux vidéo sont en fait l'évolution logique du jeu vidéo.
Je vais vous parler de NFT, une collection NFT de Carrefour qui s'appelle NFB. C'est une collection de NFT spéciale dédiée à la préservation des abeilles. Et pour le coup, c'est pas des NFT spéculatifs comme on a l'habitude. Le but est vraiment d'éduquer et 100% de l'argent récolté par la vente de ces NFT va à une fondation, The Bee Fund Foundation. Donc il y a une association. Je vous mettrai un article qui parle plus en détail de cette association. L'objectif, c'est financer des actions pour la protection des abeilles. Il y aura le détail dans l'article si ça vous intéresse. Et cette collection, elle a été vendue en mai dernier, je crois bien. Mais on voit, il y a du coming soon ici. Donc une prochaine collection ou un prolongement de cette collection de NFT devrait être vendu à l'avenir, prochainement. Voici un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est des NFT qui sont disponibles dans Sandbox, The Sandbox. Vous connaissez ce métaverse, c'est le plus gros métaverse du monde, actuellement en tout cas, avec des Decentraland. Et du coup, posséder ces NFT, ça confère quelques avantages. Il me semble d'avoir une carte fidélité spéciale, de par exemple pouvoir avoir du miel qui est produit, comme je vous ai dit, avec le miel sur les toits des magasins Carrefour, puis d'autres petits avantages comme ça, mais c'est pas une collection de NFT à but spéculatif sur laquelle on fait de l'argent. C'est vraiment en fait comme si vous faisiez un don à une association, et là ça passe par une collection de NFT. League of Kingdoms. Nous vous avons présenté de nombreux projets sur la chaîne, mais League of Kingdoms est facilement l'un des projets les plus importants et rapides du premier trimestre 2022. League of Kingdoms détient le titre de jeu blockchain MMO à la croissance la plus rapide au monde, avec la vente publique récente valorisant le projet à 400 millions de dollars. Après sa première grosse mise à jour, League of Kingdoms se concentre sur 4 aspects de gameplay: l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Car le projet est un jeu de stratégie avec un grand nombre de multijoueurs qui est centré sur la construction de royaumes et de gouvernance du monde. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup à dire sur League of Kingdoms en termes de gameplay. C'est un jeu intuitif, sophistiqué et amusant, mais tactique et dynamique à multiples facettes, avec de nombreux modes spécifiques, événements et éléments à offrir. Les joueurs peuvent construire leur royaume et armer leurs troupes pour protéger leurs citoyens et combattre leurs ennemis, et par la suite lever leurs propres troupes et en tant que seigneurs cherchant à faire équipe avec d'autres royaumes pour former des alliances. Les alliances se disputeront l'ensemble du continent et le continent suivant, ce qui mènera par la suite à la domination mondiale du jeu. Nous avons déjà vu des titres comme celui-là dans l'univers du jeu traditionnel comme Clash of Clans ou l'emblématique Civilization, mais jamais à une si grande échelle et ni avec le genre d'avantage attrayant en l'intégrant sur la blockchain. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.